Bon, allora saluto a tutti, siamo riuniti oggi per vedere qualcosa che è stato dato qui, un spettacolo che è stato rappresentato qui 2 anni fa e che è stato fatto da una truppa di Livorno con Gabriele Benucci e Andrea Gambuzza. Gabriele Benuccia l'abbiamo visto ieri, eravamo in Pisa, abbiamo partecipato a un book festival che è un salone di un libro assai vivo, assai dinamico, di sicuro hai ante presente, gli editori, i professionali presenti sono stati assai interessati come sempre quando hanno un accosto con i corsi, con la letteratura corsa perché sono appena maggiorati. Allora noi andiamo là spesso e ci piace parlare italiano e egli a un momento dato parliamo italiano malissimo e ella a un momento dato ci dicono ma lei è corso, allora proviamo in dialetto e dice ma come lei parla corso in questo momento, lei parla corso, ma io capisco tutto e donc il y a chaque fois cette surprise qui est entre l'étonnement et la reconnaissance, quoi, la reconnaissance, les retrouvailles. C'est un thème extrêmement intéressant, c'est une attitude extrêmement intéressante sur laquelle nous avons décidé de travailler. Voilà, nous avons décidé de travailler à partir du spectacle de Gabriele Benucci, Testa di Rame. Et pourquoi avons-nous décidé de travailler? Parce qu'il se trouve que le spectacle parle des scaphandriers, Palombari, je crois, je parle sous le contrôle du professeur Landron, i Palombari. I Palombari qui ont, en quelque sorte, débarrassé le port de Livourne des épaves, de bateaux, après les bombardements alliés à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est donc l'histoire de ces palombari que nous avons dans Testa di Rame à travers un dialogue entre un palombaro et son épouse. Alors cela se fait en dialecte livournais, et là aussi dans le dialecte livournais, il y a bien des surprises parce qu'on est dans un pays à la fois dans un dialecte qui est de distance par rapport à l'italien standard, de distance par rapport au dialecte entre guillemets corse, tel qu'il est vu à partir du système linguistique, on va dire, italien ou italo-roman. Et puis, il y a aussi un système, enfin une attitude de reconnaissance des histoires ou des similitudes de l'histoire, puisque à peu près en même temps, à Bastia, il y a eu, à la fin de la période de la guerre, il y a eu un bombardement allié qui a provoqué les mêmes phénomènes. Ce qui fait que les gens qui ont connu les années d'après-guerre à Bastia ont vu aussi i palombari à Bastia, que l'on appelait, et que l'on appelle toujours, les scaphandriers, hein, avec comment dire, avec un gallicisme, hein, le terme s'est introduit, s'est acclimaté dans la langue corse et dans le français régional de Corse. Et une personne comme celle qui s'adresse à vous en ce moment, quand j'étais gamin, que je descendais sur le port de Bastia et que je voyais les scaphandriers, je voyais effectivement cela. On a des stadiram, le hublot des scaphandriers que l'on vissait sur la combinaison, hein, et sur lequel on mettait des écrous en cuivre, précisément.
Et l'image qui nous est restée, qui est restée au témoin de cette situation, c'est les yeux exorbités du scaphandrier quand il descendait sous l'eau. Hein, voyez, cette descente sous l'eau, elle est interprétée dans la pièce de Gabriele Benucci comme un voyage dans l'au-delà aussi. Hein. En tout cas, la mort on sent que l'ombre de la mort est présente dans ce voyage, qui est un voyage d'abord alimentaire des scaphandriers. Donc c'est bien ça, nous sommes entre l'histoire et le destin. Et il se trouve qu'il y a des similitudes historiques entre Bastia et Livourne qui ont inspiré à la fois l'invitation à Gabriele Benucci et puis la suite. La suite, elle est due à l'inspiration de Paolo Michele Filippi, qui a écrit Sotall'acqua, qui sera représenté immédiatement après notre rencontre. Et c'est pourquoi Guiccimmino, qui a dirigé la mise en scène de cette pièce, sera invité après le professeur Landron et le professeur Filippi a présenté aussi sa vision des choses, et à la fois en tant que metteur en scène, comme de théâtre, mais aussi en tant que Bastier, qui peut-être lui aussi, là peut-être il est trop jeune pour avoir vu des scaphandriers, mais il en a peut-être... Ah, vous fûtes scaphandrier. Bon, vous en êtes bien sorti, mon cher. Par la tête. Donc voilà, nous allons commencer par écouter le professeur Landron, à qui nous avons demandé de s'exprimer, d'analyser, de nous dire ce qu'il pensait de cette utilisation, de cette proximité des langues et des identités, à la fois géographiques et peut-être culturelles. Voilà, hein, je ne sais pas du tout comment il va aborder la question, mais il va nous le dire. Donc nous lui cédons immédiatement la parole. Merci. Merci, on est dans l'idée justement de ce que je vais développer. Alors je lisais dans l'introduction qui est présente sur le site internet de l'université, on a de belles ressources pour la coopération artistique et historique entre les deux rives. Coopération artistique, historique, je dirais même linguistique, et je pense que votre introduction en est la preuve. Alors je voudrais d'abord vous remercier, professeur Thiers, de m'avoir convié à cette stonda culturale et autour de Testadira, mais alors que j'entendrai bien sûr comme œuvre de théâtre, spettacolo teatrale, spectacle vivant, mais surtout comme, c'est ce que ça m'a inspiré, comme projet global, à travers un livre qui est un objet livre, et je reviendrai sur ce point, sur une expérience de lecteur qui est tout à fait originale, à travers un dialogue entremêlé entre trois langues, le corse, l'italien et le livornese. Alors je voudrais préciser d'emblée que les modestes propos de mon intervention ne sont pas ceux d'un linguiste, ni d'un spécialiste de théâtre, au sens scientifique des termes. J'ai travaillé, ou je travaille encore, dans le cadre de mes activités de recherche universitaire, sur la place, le rôle et les fonctions des langues dites régionales dans les œuvres, et justement, je pense que c'est ce qui est au cœur du sujet ici. Et donc sur le renvoi continu ou perpétuel entre la langue véhiculaire, pour le coup l'italien, puisque le texte en italien est présent dans ce livre, et les formes des langues régionales dans un espace qui est pour le coup méditerranéen. Alors, concernant aussi, et on reviendra peut-être dessus, j'ai quelques questions peut-être à vous poser, sur les choix de traduction, partant du texte livournais, et je reviendrai notamment sur un point qui m'a semblé intéressant. Et j'avais travaillé donc aussi sur les choix de traduction pour la publication, il y a quelque temps, d'un ouvrage bilingue sur un acteur italien, et je m'étais aussi posé des questions sur la façon de rendre tel ou tel terme par rapport à un public qui va découvrir ensuite l'œuvre. Alors, pourquoi est-ce que je parle de moi? C'est toujours l'aspect peut-être narcissique et égocentré de mes activités. Alors, je le suis sans doute, mais plus sérieusement, c'est pour peut-être justifier ma présence parmi vous et mettre en parallèle l'objet qu'est ce recueil de textes en différentes langues et des exemples de recherche ultérieure sur le dialogue entre les langues.
Et d'autre part, c'est un aspect qui, compte tenu des enjeux actuels, qu'ils soient politiques, linguistiques, culturels, intellectuels en Corse aujourd'hui, me semble tout à fait essentiel. Et on a là un joli symbole et un joli clin d'œil à une chose que je pense que nous devons tous défendre ici, et on en est sans doute tous convaincus, c'est notre méditerranéité, c'est-à-dire notre ouverture naturelle à l'insularité, de l'insularité, pardon, à l'ailleurs et à l'autre. D'une certaine façon, si l'on veut, une italianité non polémique de la Corse, qui n'écrase pas les singularités linguistiques et culturelles ou historiques, mais au contraire qui les valorise, et qui valorise ces différences, et plutôt que de les opposer, elle les lie, elle les maille, elle les insère dans un continuum où le dialogue entre les langues est au cœur de la question. Et cela pose évidemment le problème, et le terme problème est peut-être mal choisi, de l'identité. Et je tenais à reprendre les propos de l'ami Diago Moutière, dans un essai qui a beaucoup compté pour moi, comme sans doute beaucoup de personnes dans cette salle, dans un ouvrage, un essai intitulé Papier d'identité, où vous dites « c'est un paquet encombrant l'identité ». Et je crois que vous aviez raison quand vous écriviez cela. Encombrant, mais pas forcément problématique. Et toujours dans cet essai, je suis retombé sur une autre citation de cet ouvrage à propos de la problématique de la langue italienne vis-à-vis du corse. Et vous dites, pour ma part, j'estime qu'il y a là une référence capitale pour le dynamisme de la question identitaire corse. C'est d'abord pour elle-même que la connaissance de l'italien doit être développée en Corse. Une série de facteurs convergents, effacement des séquelles de l'occupation fasciste, développement des échanges culturels et universitaires, jumelage de villes, intégration réussie des immigrants venus de la péninsule italienne, renforce progressivement l'ancien prestige de la langue aux yeux de la population corse. On perçoit nettement la levée des obstacles qui empêchaient les générations précédentes de comprendre et ou de reconnaître l'intérêt primordial que représente pour la Corse le voisinage immédiat d'une civilisation à l'héritage grandiose. Alors je crois que là tout est dit. Et cet objet qui mêle langue italienne, langue corse et livournaise me semble correspondre parfaitement à la fameuse levée des obstacles dont nous parlions précédemment. Donc voilà pour une première présentation de ce livre, ce que cela m'a inspiré a priori. Je reviendrai peut-être, je peux le faire même immédiatement, sur les fonctions, ou en tout cas ce que j'ai noté sur le rôle des langues et du dialogue entre les langues, parler davantage peut-être de la forme plutôt que du fond, même si les deux sont intimement liés. Alors le processus de réécriture du texte en corse, car le texte de base est en livournais, c'est ça, n'est pas simplement une opération de traduction d'une langue A à une langue B. Ce serait peut-être même trop facile. Il prend en compte l'aspect culturel, historique et sociétal de deux réalités différentes géographiquement, mais paradoxalement similaires. La libération d'un port méditerranéen, celui de Livourne ou de Bastia, selon le cas et le texte, par des palombari ou scaphandriers, pour reprendre le terme. Pourtant, le propos reste le même. Et nous avons là un magnifique symbole de la proximité entre les deux cultures. Et le terme culture englobe l'aspect sociétal, humain, linguistique, etc., qui tient compte tout autant des spécificités locales, mais qui n'empêche pas le dialogue interculturel dans l'ère tyrénienne, au contraire. D'ailleurs, la réunion des trois textes dans ce même ouvrage autorise une expérience de lecteur tout à fait originale. On peut découvrir le récit théâtral à travers la lecture de trois textes en alternance. On peut lire un passage en corse, puis la suite en italien, puis la suite en corse, et revenir au texte de départ, sans véritable problème de compréhension. Et au contraire, c'est très étonnant, mais pas tant que ça finalement, de voir comment les textes, malgré leurs différences, peuvent s'entremêler, s'enlacer et pour ne faire qu'un. Et on peut procéder à une sorte de lecture croisée des trois textes, qui n'est plus seulement la lecture d'un simple texte, qui serait un alignement de mots, mais une expérience originale qui dépasse le texte littéraire pour convoquer la méditerranéité du lecteur. Alors il serait intéressant peut-être de voir après comment on passe d'un texte à l'autre et quels sont les choix de traduction que vous avez opérés. C'est à vous que j'adresse cette question. Ensuite, quelques notes comme ça concernant l'usage des langues régionales, qui est évidemment très répandu en Italie. Alors on parle de dialecte local, de langue régionale. D'un point de vue technique, le dialecte local reste une langue, évidemment. Et on pourrait parler aussi, puisqu'on parle du traitement des langues, de diglossie. On a de l'italien, on a du dialecte livournais. On a donc la coprésence d'une langue dite haute, qui est l'italien standard, et d'une langue dite mineure, qui est le livournais, qui aurait tendance à s'affaiblir. Or, la pièce en livournaise, et comme texte initial en plus, serait la preuve que la maîtrise des deux systèmes linguistiques est encore attestée chez la majorité des habitants. Le dialecte est encore fréquemment parlé dans les interactions quotidiennes et dans la sphère familiale ou privée. Dès lors,
La maîtrise de la langue régionale apparaît comme un élément constitutif de l'identité régionale dans cette ère méditerranéenne. Et je voudrais citer à ce propos Nello Bruno, qui était enseignant de langue sarde à la fin des années 90 et qui disait « Le besoin linguistique est, parmi les besoins de la personne, un besoin primaire totalisant parce qu'il réunit en soi le besoin d'appartenance à un groupe, d'auto-affirmation, d'identité, d'estime de soi, d'intégrité, de compréhension, de connaissance du monde, de mémoire, de communication et de socialisation. » Il parlait dans ce cas de la langue sarde, mais je pense que le cas peut s'appliquer aux différents parlers de l'ère romane. La langue régionale peut ainsi devenir, pour chaque locuteur, un symbole ostentatoire de l'appartenance à un groupe, une affirmation de sa diversité face à l'autre. Et dès lors, sauver la langue de l'oubli a été un prétexte, évidemment, pour une série de débats et de mesures visant à indiquer la langue comme un marqueur de l'identité de tout un peuple. Et Nello Bruno utilisait une expression que j'aime beaucoup, il cite le besoin de langue, donc la preuve de l'existence d'un peuple qui a porté ensuite le débat concernant le bilinguisme sur le terrain politique. Donc on a une volonté d'authenticité dans l'usage de la langue régionale, dans le texte initial, qui peut servir aussi un message plus politique, entre guillemets, sur la vitalité et la sauvegarde nécessaire de l'idiome régional. La langue, donc, fait partie du patrimoine, c'est très vrai, elle est un élément affirmé de la toscanité, de la corsité dans un autre cas, mais elle est bien sûr fragile et peut se perdre. Bien sûr, l'utilisation de la langue régionale est aussi un élément de reconnaissance de la part du spectateur. Elle permet de placer le livre ou la pièce, le spectacle, dans une aire géographique et linguistique définie, accentuant le caractère régional de l'œuvre. Donc le choix du livornais et puis du corse rend plus vrai, entre guillemets, l'histoire, qui est par définition reconstituée. Et j'ai noté quelques subtilités linguistiques qui dépassent le simple fait de langue. On a, dans la version italienne et corse aussi, porca miseria, l'expression, qui n'est pas une bestemmia, mais qui, dans le texte en livournais, devient Maremma maiale. La Maremma étant une région toscane, donc c'est un choix qui ne peut s'appliquer qu'au livournais, qu'au parler toscan. Donc je lis page 19 dans la version en corse, porca miseria u tedesco è di già qui. Page 67, italien, porca miseria il tedesco è già qui. Page 115, Maremma maiala, il tedesco è già qui. Donc Maremma maiala, c'est une expression toscane qui fait référence au littoral du sud de la Toscane, la Maremma, qui donc ne serait pas un blasphème, une bestemmia, mais qui remplacerait, paraît-il, Madonna, pour éviter justement la bestemmia. On a en tout cas ici un usage intéressant d'un régionalisme qui ancre le discours dans une aire géographique, tout en l'enrichissant. Et ce sont ces subtilités, ce n'est qu'un exemple, je pense, que l'échange entre les langues nous font comprendre, ou les échanges nous font comprendre, ou nous interpellent. La langue régionale aussi serait, dans ce cas, la langue de la transmission, de la communication directe et affectée, la langue du cœur, facilitant les confidences, face à une norme standardisée plus froide et artificielle. Et du coup, cela engage la complicité avec le public au sens large, qu'il maîtrise ou non d'ailleurs la langue régionale, et qui permet l'appropriation du récit par le destinataire. Et donc on a une dimension interactive à la fois du texte écrit, du spectacle, et qui prend en compte l'existence ou la position d'un récepteur, donc un lecteur ou un spectateur. Donc la langue régionale, la langue dite populaire, entre guillemets, dans son sens premier, est celle de la confiance, celle de l'ironie dans le texte initial, celle de la magagne dans le texte en corse, et notamment dans des contextes dramatiques. Le choix d'une traduction en corse était donc, à mon sens, approprié. Mais pour autant, raconter en langue régionale pourrait constituer une sorte de limite à l'accessibilité de l'œuvre, mais je crois que son usage dans une pièce qui est par définition jouée ne limite pas a priori la portée du texte ou de la pièce au seul public qui la comprend. Donc il faudrait peut-être étudier quels sont les liens entre le texte et le jeu théâtral, et ça c'est peut-être les experts en théâtre qui nous renseigneront dessus. Comment la langue écrite devient un discours oral, y compris pour Sotala, qui figure aussi, dont le texte figure dans cet ouvrage. Qu'est-ce que cela apporte ou enlève au texte initial? Et donc à tout cela s'ajoute le jeu, l'occupation de l'espace, le renvoi virtuel ou physique à un public. Et c'est de cette interaction, de ce travail collectif, de cette choralité, que naît la magie de la transmission, où la langue n'est qu'un vecteur finalement parmi d'autres. Une dernière question s'imposerait donc, et après je terminerai,
À qui les pièces ou le livre s'adressent-ils? À quel public? Corse, livournais ou italien? Je crois que je tenterai une parade et je dirais qu'il s'adresse, une fois de plus, peut-être aux Méditerranéens qu'il y a en chacun de nous. Voilà. Bon, vous avez compris la tâche, hein, puisque cette communication est faite en forme de questions, une avalanche de questions, une pyramide de questions. Je ne pourrais pas y répondre, évidemment, parce qu'il faudrait des heures. Mais je pense que c'est le début d'une réflexion que nous devons mener, une réflexion approfondie, puisque votre introduction a abordé toutes les questions, y compris celle de la technique de la traduction de ces effets, mais aussi le sentiment identitaire et sa gestion, non seulement par les groupes, mais par les communautés, mais par les individus eux-mêmes. Comment se fait la métamorphose d'un message identitaire général jusqu'à une expression individuelle. Donc, on ne pourra qu'effleurer, hein, bien entendu, ces questions et dans une réponse que nous tenterons tous ensemble de donner. Moi, je voudrais simplement répondre à certaines de vos sollicitations en m'appuyant sur des exemples, et d'abord sur Palombari et Scaphandrier. Vous voyez quel est le choix dramatique. Alors que nous avons la possibilité d'adopter Palombari, nous gardons Scaphandrier. Pourquoi? Parce que la traduction et la traduction dramatique, sous forme dramatique, impose, comme vous l'avez dit, une interaction avec un public. Et pour que l'interaction soit réelle, il faut que la sollicitation soit complètement intégrée, qu'elle ne passe pas par un filtre intellectuel. Et c'est pourquoi, en prenant ce qui est un gallicisme, on connecte en quelque sorte les interrupteurs, on ouvre les interrupteurs langagiers. Ils permettent donc de répondre, ils permettent la réplique. Pendant qu'il était question de la Maremma et du recours à Porca Miseria, j'ai vu Alain Di Meglio, hein, le directeur du centre culturel que j'ai oublié de remercier et qui nous accueille ici. Je l'ai vu opiner du chef, mais tout simplement parce que ce procédé d'une exclamation qui veut éviter le blasphème, mais qui quand même existe par exemple en Corse sous la forme per la Madogula. La Madogula étant une transformation de la Madone. Ce sont des procédés où s'exprime évidemment une invocation à la divinité, dans ce cas chrétienne, mais une transformation de la divinité pour éviter, dans son nom, pour éviter le blasphème, précisément. Hein. Et parbleu, hein, n'oublions pas, parle sang bleu et palzan bleu, parbleu, voilà. Il y a donc tout ce travail autour de la langue qui est à la fois un objet de communication ou un vecteur de communication et qui est en même temps un objet très sacré ou au moins sacralisé. Sur l'identité, il y a la même chose, il y a sacralisation, voire héroïsation de certains traits linguistiques. Hein, allons tout de suite sur la question du continuum linguistique entre les différentes variétés linguistiques qui sont représentées dans cet ouvrage. On s'aperçoit qu'elles sont précisément sur un continuum, si bien que nous avons affaire ici à un grand système linguistique qui se décline et qui a fait réagir selon les époques, selon la sensibilité, les besoins, les intérêts des communautés, à réagir différemment devant les phénomènes de similitude ou de différence. Selon les époques, selon les intérêts collectifs, on a tendance à exagérer ou au contraire à diminuer la différence. Lorsque
aujourd'hui on dit que le corse est une langue autonome, c'est parce que s'est produit toute une évolution historique qui nous a éloignés du moment où Salvador Eviale disait la lingua italiana, si je ne me trompe pas, la lingua italiana est la favela materna dei corsi. Hein, et où il introduisait dans la Diranomachia son poème héroïque en italien, en toscan, qui allait devenir ensuite la langue nationale italienne, qui était déjà la langue unitaire d'un point de vue, comment dire, littéraire et peut-être dans les chancelleries et dans l'usage administratif aussi. Il introduit donc 11 strophes en dialecte corse pour caractériser, pour en quelque sorte représenter la scène qu'il veut montrer et qui met en scène précisément deux personnages à la fois sympathiques et un peu falots. Donc on a, ce que vous disiez tout à l'heure, on a une sorte de hiérarchie entre le niveau A et le niveau B, entre le high speech et le low speech. Donc nous sommes dans un système diglossique où la diglossie n'est pas conflictuelle, ne pose pas de conflit. Et à un autre moment, eh bien, il y aura conflit entre les deux, et lorsque le conflit éclate, eh bien, une langue ou un niveau domine l'autre, ou alors il y a égalité. Lorsque nous pouvons voir, lorsqu'il y a aujourd'hui une revendication de co-officialité dans la société corse, nous pouvons voir une tentative de régler le conflit par la parité des langues, ce qui paraît devenu au niveau général un minimum, hein, un minimum pour que les langues, les identités existent. Moi, je voudrais finir sur les identités en disant qu'il y a quelques années, nous avons fait une étude de sociolinguistique en demandant aux Corses, en nous intéressant aux langues présentes, mais aussi à leur représentation. Alors, on avait trouvé un résultat extrêmement étonnant, parce qu'au terme de l'enquête que nous avions menée, précisément sur l'identité linguistique, on demandait aux gens, aux personnes interrogées, combien de langues sont parlées en Corse. Alors, ils n'en évoquaient tous que 3, alors qu'il y en a une infinité. Hein. Ils parlaient du français, de l'italien et du corse. Curieusement, on leur demandait quelles étaient les langues les plus parlées. Alors, c'est étonnant parce que en premier lieu arrive le corse, en deuxième lieu l'italien et en troisième lieu le français. Ce qui est quand même extrêmement étonnant et qui identifie ou révèle, bien entendu, non pas une réalité, puisque tout le monde sait bien que c'est le français qui est la langue la plus parlée en Corse, mais une sorte de projection. Alors, vous avez prononcé tout à l'heure la parole de besoin. Je me demande, enfin, nous nous sommes demandé s'il n'y avait pas dans cette désarticulation de la hiérarchie des langues parlées, précisément l'expression d'un besoin. Non que l'on veuille mettre le corse à la première place et l'italien à la deuxième pour reléguer le français à la dernière place, mais simplement, il s'agissait, c'était du moins notre conclusion de sociolinguiste, il s'agissait d'une volonté de rétablir un équilibre. Quant à la langue italienne, puisqu'elle est quand même au centre de cette réflexion, quant à la langue italienne, il est intéressant de considérer dans cette enquête comment les gens la voyaient. Alors, ils voyaient davantage, quand on les interrogeait sur la nature de la langue, ils étaient davantage sensibles, on va dire, à l'aspect littéraire et culturel, c'est-à-dire la référence de la langue était pour eux une référence culturelle, on va dire historique, plus qu'une langue de communication immédiate. Voilà. Alors, voilà, hein, j'espère que par cette réponse, je n'ai pas tari la réflexion, hein, en tout cas, surtout pas l'intérêt, et ça permettra de rebondir par la suite.
Mais je vois que le temps avance, je voudrais céder la parole à Paul Philippi pour qu'il nous présente les motivations et aussi la conduite de son adaptation de Sotalaco. Et bien sûr, vous prenez la parole librement si vous voyez que son intervention est incomplète ou mauvaise. Alors d'abord, bonjour, merci pour votre présence. Alors je vais vous dire comment est née l'idée de cette pièce. Discourir à Maudière, et par là, la pièce écrite en livournais et en italien, et on a eu l'idée d'une espèce de parodie qui introduise, disons, une résonance plutôt comique, même s'il y a d'ailleurs de l'humour et de l'ironie dans la pièce Testagram. Et ce qui me semble important dans qui a été déjà indiqué ici, c'est que dans la pièce italienne, le parler livournais est un personnage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette pièce, ou si vous pouvez la voir sur le site de Interromagne, il me semble. Voilà. Et à un moment donné, il y a toute une tirade sur le sens qu'on peut donner en livournais au dé. Dé, c'est un peu comme chez nous, beu, wayo, etc. Et on est introduit ainsi dans une espèce de langage qui est presque nécessaire, d'adopter, parce que toute l'histoire est une histoire qui se déroule dans un milieu social assez pauvre, des gens qui souffrent un peu de la faim, y compris, et qui donc essayent de trouver, à travers leur activité de scaphandrier, qui essayent de trouver une espèce d'appoint qui leur permette de mieux vivre. Donc on est dans une situation où, je crois d'ailleurs que Gabriel Benucci l'avait dit dans une interview faite à Jean-Pierre Luigi, il était presque nécessaire de parler de livournais. Il était presque nécessaire de parler de livournais pour retrouver justement cette espèce d'ambiance particulière qui fait que ce que l'on dit en italien ne traduit jamais tout à fait exactement ce que l'on a dit en livournais ou ce que l'on a dit en corse. Il y a une espèce de musique particulière qui naît de l'usage de telle ou telle langue, et je crois que les auteurs, donc Gabriel Benucci et Gambuz, ont su donner cette espèce de musique particulière à cette pièce. C'est en même temps une histoire donc à résonance sociale, et c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre un mari et une femme, ça arrive aussi, hein, c'est pas nécessairement. Donc, et un amour qui est un amour, c'est pas comment l'amour somptueux, l'amour théâtral. C'est un amour qui est fait de scènes de jalousie, qui est fait de doutes, de suspicions, mais qui en même temps est d'une profondeur et d'une valeur absolument extraordinaire. Et après avoir frôlé un petit peu la catastrophe, les deux amoureux vont se retrouver, et c'est donc finalement le triomphe des scaphandriers et le triomphe de l'amour. Voilà. Alors, que vous dire? Je crois que vient faire là-dedans la pièce que j'ai écrite? Je vous l'ai dit, c'est une espèce de contrepoint, sans prétention aucune, et qui essaye donc de retrouver un petit peu quelques-uns des éléments de la pièce italienne, disons pour simplifier, ou livournaise. Et parmi ces éléments que l'on essaye donc de retrouver, il y a en particulier cette espèce de volonté de marquer l'existence d'un petit peuple qui, en retrouvant l'usage de sa langue, installe un petit peu son identité. Pour ce qui est de ma pièce, c'est presque prétentieux de dire ma pièce, mon petit intermède. Voilà. Hein. C'est donc introduire quelque chose d'une espèce de tonalité un petit peu comique. Et je sais pas, elle va être jouée, donc vous le verrez tout à l'heure. Il y a effectivement une référence qui est faite à l'activité des fameux scaphandriers et livournais. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Et livournais et corse. Il y a également une histoire un petit peu rocambolesque
de scaphandrier, comme le dit un des personnages, scaphandrier di riwatura. Sono scaphandrier per farire. On sont mica scaphandrier. Je voudrais dire une chose aussi qui est importante. C'est que dans la pièce de Benucci et de Gambuzza, il y a un travail de documentation qui est absolument extraordinaire. Et à un moment donné, un des personnages donne l'espèce de marche à suivre extrêmement rigoureuse, extrêmement précise, lorsque on décide d'aller chercher quelque chose sous l'eau, avec toujours, et je crois que ça a été dit, un danger qui plane et qui est celui de la mort. La mort qui est toujours présente. Et le personnage principal le dit à un moment donné, on est toujours au bord de la catastrophe. Et c'est ce qui va d'ailleurs peut-être permettre aux deux personnages de se retrouver, parce que l'épouse, malgré une scène de jalousie qu'elle fait à son mari, donc, tout d'un coup réalise qu'il est peut-être en train de mourir. Et il y a si vous lisez cette pièce ou si vous la voyez, il y a une mise en scène admirable à la fin de la pièce italienne. C'est que d'un côté, il y a le mari qui est en train presque de frôler la mort, et de l'autre côté, l'épouse qui a en elle une inquiétude et qui est presque sur le point de tromper son mari. C'est-à-dire que les deux personnages sont sur le point de se perdre, et puis il y a quelque chose qui va, l'un et l'autre, les sauver. Voilà, j'étais très désordonné, mais bon, les scaphandriers, vous savez, on n'est pas tellement habitué à... J'étais très désordonné, mais je voudrais vous inciter et à lire la pièce. Et c'est vrai, ce qui a été dit, c'est qu'on peut passer du livournais à l'italien et au corse, et commencer une scène en livournais, la poursuivre en italien, la finir en corse. Je crois qu'il n'y a pas de rupture au niveau de la compréhension. Et donc, c'est une espèce de... C'est extraordinaire, finalement, que dans ces trois langues, dont deux au moins apparaissent comme des langues minorées, il y ait cette possibilité profonde de retrouver un peu les résonances de la langue officielle, l'italien, qui est situé un peu comme au centre, un petit peu, disons, hein, avec ces deux pivots importants du corse et du livournais. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous avez eu un grand mérite de m'écouter. Alors, avant de donner la parole à Guicimino, je pense qu'il serait bon, parce que là, on va franchir une étape dans la présentation, et s'il veut bien, hein, s'il veut bien nous accorder quelques minutes, on a un peu le temps. Là. On pourrait entamer un petit dialogue, si vous le souhaitez. Si vous avez des questions à poser, soit du côté de la table ou des réactions, soit du côté de la salle, du public. Si vous avez, n'hésitez pas. Je sais que c'est toujours difficile de prendre la parole comme ça, et puis d'être le premier. On a le sentiment qu'on porte sur ses épaules ou dans l'expression de sa voix toute la responsabilité du monde, et que donc on est épié, mais c'est pas du tout ça. Hein. Il s'agit, notre souci, c'est surtout de vous apporter quelque chose qui soit à la fois plaisant, utile, mais aussi de vous entendre pour savoir quelles sont vos réactions sur les thèmes que nous avons évoqués. Pour l'instant, c'est évidemment très général. Hein. Vous allez voir, ça va se concrétiser. Quel que soit votre statut, votre âge, votre dignité, vous êtes... Voilà. E anche inglese, voilà. Inglese, ma inglese su brano, mica sultano. Voilà. Qui demande la parole? No, ma sarà meglio che tu parli in un microfono e che tu ti facci vedere, perché c'è una camera qui. Avevo giusto una domanda. Che varietà di corso avete scelto per fare la traduzione? Il corso sultano, sobrano, a terza varietà di arte, di radio. In che varietà l'avete fatto? Allora, casca benissimo ad una domanda
perché non c'è mica ben sua sceglie una varietà. Allora, ma la questione è importantissima, perché vuol dire che come si passa oggi? Io sono bastiaccio, ma non parlo mica bastiaccio, non parlo mica bastiaccio. Perché non ti so mica dire perché non parlo mica bastiaccio. Né a Iacino, perché anche a Iacino dicono per cosa. E qui sarà un linguista a dirci perché un Iacino è un bastiaccio che si sono mai parlati, perché uno non è mai andato in una città dell'altra, dicono per cosa uno e l'altro senza sapere perché. Ma per rispondere quantunque alla domanda assai rama che tu ci vagi, diremo che noi, insegnanti di corso in particolare, siamo in situazione, anche senza volerla, di sviluppare ciò che i linguisti chiamano una specie di coinè. Bene, che essendo dato che qui studenti, gente che si trovano in corti, da poi a poco presso l'apertura dell'università, comunicano tra di in uso a sua varietà particolare, hanno sviluppato una specie di dibattito linguistico, di prima di domandarsi che lingua ci voleva a scegliere come che varietà per la lingua corsa, ma hanno parlato e a poco hanno sviluppato una maniera di essere senza tradire la sua varietà d'origine, ma andando verso l'altro, è ciò che M. Landron diceva prima, Landron, scusate, M. Landron diceva prima, quando lo diceva, avvicinarsi, passare bene, andare a cercare l'altro. Non so se io ho risposto à la demande. D'abord, je voudrais dire au début de la séance, tout le monde a été présenté ici à table comme professeur et moi comme Nonda. Sono professore anch'io. Voilà, bon. E oui, o teatro di sicuro è scritto, ma o teatro è fatto per essere giocato, non è mica fatto per essere letto. Si può leggere sicuramente, je parle en français, tutto il mondo capisce il corso no? E tu dici sì perché tu capisci, ma lasti. Ancora lasti, allora vabbè. Dunque, il teatro è fatto per essere giocato e mica per essere letto, pure se c'è la legge, no? È scritto, ci sono i libri di teatro, ma è fatto per essere giocato, non è mica un romanzo che si può, non è mica... se non è mica giocato, c'è qualcosa che manca. Una pezza di teatro scritta, diremo, è come un brouillon di un'opera che deve essere fatta dopo. E l'opera, lo scopo di una pezza di teatro è di essere giocata davanti a gente, davanti a spettatori che stanno assenti, mica che leggono, ma che stanno assenti. Tanto la pezza di teatro dopo si indirizza più alle orecchie e all'occhio che a una lettura di qualcosa. Pure se certi scrittori di teatro, come Brecht per esempio, hanno adoprato la scrittura dentro la pezza di teatro. Vale a dire che quando li giocano, Brecht faceva sempre bene, mica sempre, ma spesso, pannelli scritti. E i spettatori tanto ci a leggere, perché pensava che il fatto di leggere, il fatto di guardare, di stare assente, il cervello non lavora mica di stessa maniera. Quando si legge il cervello ha una maniera di lavorare, quando si vede qualcosa il cervello ha un'altra maniera. E Brecht è per questo che lo metteva a piccoli pannelli di teatro. E posto che parlo di Brecht, per me, per mica per tutto il mondo, ma per me un scrittore di teatro, un buono scrittore di teatro, spesso, di qualche sia chi viene teatro, chi gioca o chi fa il messa in scena. Per esempio, abbiamo Shakespeare, di un uomo ideato, abbiamo Molière, di un uomo ideato, abbiamo Brecht, di un uomo ideato. Per me sono i tre grandi uomini ideato, abbiamo un professore Cimino, di un uomo ideato, un professore Chiedo, di un uomo ideato. Dunque, voilà,
UDA dunque è fatto per essere visto e per essere inteso. Dunque per arrivare a Bezza noi non abbiamo mica lavorato durante la testa di rame, perché sapesse questa è stata fatta per Gabriele Venucci e Andrea Gambuzza. Abbiamo lavorato durante all'opera di, pur se non la chiama mica così, di un'opera, è scritto, di una piccola pezza ideale, non è mica longa, vedrete che è abbastanza corta, così sarete contenti. Abbiamo lavorato dunque sotto all'acqua che si passa in Bastia. Allora, a messa in scena che ne abbiamo fatto, non la vedrete mica oggi, per parecchie regioni, posto che non abbiamo mica avuto tempo, non abbiamo mica avuto tempo di andare qui e di ripetere in un luogo e di fare i lumi in un luogo. Dunque, vedrete un'altra mica messa in scena, perché, ma la prima messa in scena l'abbiamo fatta nel locale di teatrino e a Bezza si passava a due livelli. Lì c'era una terrazza, si giocava un'altra terrazza, c'era una scalinata, si giocava una scalinata e si giocava anche un'altra scena intera. E a terrazza qua su, a scalinata, era un simbolo di aiutada, non c'è porti di Bastia, aiutada, a scalinata che fa in mare, era così. E dunque abbiamo fatto una messa in scena con due livelli che non potevamo aver fatto qui, giocando una volta qua su e una volta sotto e una volta anche qui, ma non abbiamo mica avuto tempo di affrontare i lumi, posto che stasera c'è da essere un concerto, e ce l'ha bene anche un concerto, perché c'è anche la musica, e dunque, tutto sarà giocato qui, da Giampiero Giudicelli e da Jean-Baptiste Filippi, se lo Iugni, perché prima ha avuto un appello manché di Jean-Baptiste Filippi che non si impanna per si luoghi. Dunque, voilà, si è messa è vero che a Bezza di Paolo Michele Filippi c'è una commedia, forse più che quella di Benucci, ed è veramente una commedia, ma dentro a questa commedia c'è comunque parecchio a fare, si parla di Rommel, si parla di Aguara, si parla c'è parecchio a fare in dentro, si parla di l'amicizia, si parla allora, affare che forse non conoscerete mica, che a me mi ha parlato assai perché di l'internat di un liceo Marbeuf o di un vecchio liceo, di questi professori che avevano soprannomi appena particolari. Voilà. Dunque, voilà, per dirvi che il teatro ce l'andava a Bedelu, e mica Bedelu, ci era detto prima che ci sono i film, e dice che ci sono i film, posto che lei, dunque, una testimonianza è un ricordo che starà sempre, perché quando mu yoga qui, quando la pezza è finita, non c'è più. Un domani, pur se noi giochiamo un indomani, ci sarà altro affari perché i commedianti forse non saranno mica nello stesso stato e i spettatori non saranno manche nello stesso stato e non saranno mica gli stessi. O allora saranno gli stessi che gli è piaciuta assai a Bezza, che vanno sempre a vedere la stessa Bezza, ma questo non accade mai, o poco. Dunque, una pezza di teatro ce l'ha bella, e quando ci sono le pezze di teatro qui, posto che USSU vi dà l'occasione di vedere parecchie pezze di teatro, tutti una volta al mese o 2 volte al mese, non la so, un mercoledì c'è una pezza di teatro che è qui, sia in francese, sia in corso, sia forse anche in inglese, a volte, non la so se ce n'è stato, no, ma ci sono le pezze di teatro. Ci sono state. Dunque ce l'ha bene a vedere le pezze di teatro qui, perché come diceva ieri, il teatro è in pericolo e sarebbe meno un pericolo se lo c'era i spettatori a sostenere questa qui, che è un'arte come il cinema, come tutte le arti. Voilà, chi posso dire di più, a parte che mi chiamerete professore. Quando vi andate alla fine direte saluto professore Gemino, all'altri no, perché li sono chiamano professore. Dunque oggi abbasso la parola a un vicino perché ho visto che ha scritto parecchi affari, che forse non ha finito, dunque mi ha passato la parola a nessuno, e mi avete se l'è giunto Jean-Baptiste Filippi, da qui a 5 minuti potremmo cominciare a pezza, allora se volete forse sotto a fumare una sigaretta è difesa, ma voilà, o sotto all'acqua appena bevete, così
vivere e morire, ma non andate mica lontano, state qui vicino. Quelli che se ne vanno lontano hanno fatto per fiato tutto. Non con tu ci siete tutti qui. Perché io sono professore, a Giulio Cervello, non professore. A dopo.